À l'émission d'aujourd'hui, je donne la parole à deux invités qui n'ont pas peur de briser les tabous. Ginette Allen et Azouz Abdellah sont deux employés du Carrefour communautaire de Saint-Michel, une ressource phare dans le quartier. Leur parcours dans le monde du travail n'a pas été de tout repos. Ils nous partagent, sans filtre, les obstacles qu'ils ont surmontés pour faire respecter leurs droits. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour déconstruire les préjugés. Donc, pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être en compagnie de deux personnes qui ont l'habitude de discuter ensemble souvent, de tout et de rien. Donc, on va commencer par les présenter. Moi, c'est Azouz Abdellah, j'ai 22 ans, je suis intervenant au Forum Jeunesse de Saint-Michel. Je suis d'origine d'Algérie, mais j'ai grandi ici au Québec depuis tout jeune. Et le préjugé qui me dérangerait, ce serait, on va dire, l'apparence physique. Par exemple, c'est pas ce qu'on représente, c'est pas ce qu'on affiche qui nous représente nécessairement. Les premiers jugements, finalement, juste au regard, les gens qui prennent pas le temps d'aller un petit peu plus loin que l'apparence. Par exemple, c'est une anecdote que je pourrais te donner. Je l'ai eu avec la police qui recherchait quelqu'un, puis ils m'ont interpellé pour m'identifier. Quand je leur ai dit non, je suis intervenant du quartier, ils m'ont pas cru. Donc ils ont dû me prendre mes papiers et voir je suis qui, juste parce qu'ils cherchaient quelqu'un de bronzé aux cheveux longs. Et vu que je suis bronzé aux cheveux longs, c'était un préjugé. Ah oui, solide là. Et pour eux, c'était normal parce que c'est leur travail, mais c'est pas normal parce que c'était un grand préjugé, mais eux, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ouais, le profilage racial, finalement, là, dans le système de police, là, ça se parle beaucoup ces temps-ci. Puis, merci de nous partager ça. Ça fait réaliser à quel point ça peut arriver fréquemment. Puis, qu'au-delà que juste l'apparence physique, il y a aussi des préjugés par la couleur de peau, etc. Par la coupe des cheveux ou par le style vestimentaire. Ouais. Mais c'est pas le style vestimentaire qui définit une personne ou sa coupe des cheveux qui le définit. Merci. Mon nom, c'est Mme Ginette Allen, directrice de l'entraide bénévole cousin-cousine, 65 ans. Origine haïtienne, mais arrivée à 18 ans, fait toutes mes études du cégep universitaire ici. Puis le préjugé qui me dérange, le profilage racial, c'est une chose, la discrimination, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui arrive dans ça, là, le profilage, les policiers, quand ils arrivent, Personnellement, j'ai été arrêtée le 13 juin, il y a 6 ans de cela, pour la fête de Saint-Antoine, et puis c'était un bonhomme qui m'avait déclaré ça, le nègre, retournez chez vous, et puis par la suite, 3, 4, 5 blancs se sont arrivés en cours pour aller témoigner contre nous pour dire qu'il y a 5 noirs qui sont en train de battre un blanc. C'était pas vrai. Pas vrai. Fait qu'il y a vraiment un renversement. Un renversement. C'est lui qui nous a agressés. C'est lui qui nous a agressés. Mais les gens là n'ont pas vu initialement les faits. Il m'a attaqué là, de manière, moi je l'ai attaqué physiquement avec mes talons de souliers. Je vais vous dire là. Pour vous défendre, finalement. C'était juste pour me défendre. Même petite femme de 5 pieds 2, là. Ne pensez pas que je peux battre un taurineur, là, un goujat taurineur, là, qui est 6 pieds 2, Il ne devait pas s'attendre à ça, Il ne s'attendait pas à ça, mais... Ouais. Moi, c'est une des histoires les plus drôles que j'ai écoutées de ma vie. Malgré la réalité qui sort de cette histoire-là, qu'elle a été agressée, mais c'est quand même l'histoire la plus drôle, car... Elle s'est défendue à sa façon et elle l'a attaqué à sa façon. Et après ça, finalement, on finit plus par croire la personne blanche que vous, là, dans cette histoire-là. Je ne veux pas généraliser là, les policiers, là, mais ils ne faisaient pas preuve de bon jugement. Mais même quand je suis arrivé en cours, le juge, c'était une juge de femme qui était pour moi, qui a vu toute ma carrière, que je n'ai pas d'antécédents juridiques. Et puis, la cause était fermée, tout de suite, et libérée, tout de suite. Écoutez, je pense que c'est deux préjugés qu'effectivement, le fait juste qu'on en parle puis que les gens réalisent à quel point ça arrive, là, vous êtes les deux, puis les deux, vous l'avez vécu, ça montre que c'est vraiment quelque chose qui est trop généralisé. Donc, je suis assez d'accord avec vous qu'il est temps que ça arrête.
j'aimerais ça, avant, pour un peu mettre les gens dans le bain, que vous expliquiez, là, aujourd'hui, on est dans le fond dans les locaux du Carrefour populaire de Saint-Michel. Ça, c'est sur le boulevard Crémazie, en face de l'autoroute 40, là, tout proche du parc Frédéric-Bach. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, vous pouvez expliquer un peu c'est quoi la mission du Carrefour, puis c'est quoi le rôle que vous jouez là-dedans. Juste pour mieux te placer, la bâtisse, elle possède 7 organismes. Uh-huh. Elle a son organisme dans cette bâtisse-là, mais moi, je travaille pour le Carrefour populaire Saint-Michel. La mission du Carrefour, c'est de donner des paniers alimentaires 2 fois par mois. Et aussi, le MBP, c'est ma boîte à provisions. Ça, c'est le jeudi, ils le donnent chaque jeudi. C'est les jeunes qui viennent acheter des paniers à des prix moins chers. Puis, et aussi, on a 2 fois par mois des soupers ou des dîners pour les aînés. Okay. Ils viennent à des prix qui sont à 2 ou 3 dollars pour l'entrée, le plat et le dessert. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup finalement par rapport à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, puis briser l'isolement un peu avec les soupers. Il y a même un pass communautaire pour les personnes qui ont eu un problème dans leur vie personnelle, ils ont eu un problème psychologique. Donc il y a une classe qui s'appelle Les Vaillants et les Vaillantes qui les aide, c'est un programme qui les aide à s'en sortir de là. Ça s'appelle Pass Action. Uh-huh. Ils ne sont pas aux prises avec de gros problèmes mentaux, là. Mais c'est les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un petit accompagnement finalement. Un petit accompagnement. Des fois, c'est une légère dépression, une légère psychose, mais ça va. Surtout que, tu sais, en matière de santé mentale, on s'entend, c'est super difficile et c'est très coûteux d'avoir accès à ça. Fait qu'il y a des ressources communautaires qui offrent ça. Ça permet à des gens qui, peut-être, qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce, finalement, d'avoir l'aide qu'ils ont besoin, là. Exactement. Ça leur permet aussi là, d'avoir accès au marché du travail, comme par exemple, on les envoie aller faire du bénévolat ou bien ici, là, au jumelage, et puis ils peuvent décrocher facilement un emploi. OK. Et aussi ne pas s'isoler, d'être toujours en groupe, de sortir, de faire des activités au lieu de rester chez lui, s'isoler, puis s'enfermer sur soi-même. Ouais. Puis là, au sein du Carrefour, vous, Ginette, vous êtes avec Cousin-Cousine, c'est ça? Mm-hmm. Qu'est-ce que Cousin-Cousine offre à la communauté de Saint-Michel? Bon, c'est un service multiethnique qu'on doit surtout aux jeunes et aux jeunes adolescents, là. Comme vous avez vu dans le local ici, il y a toutes sortes de choses. Il y a l'ordinateur, il y a le grand écran. Puis, en fin de semaine aussi, on donne les jeunes viennent, au lieu d'aller faire la délinquance dans la rue, là, ils viennent danser. Des fois, comme hier aussi, on avait des jeux de ballon, là. J'ai essayé de libéraliser l'aspect en tant qu'autorité. Je leur dis, comme aujourd'hui, là, le jeudi, vous allez décider quel film que vous allez voir. Vous allez choisir votre film. J'ai essayé de leur donner l'autonomie de faire qu'est-ce qu'ils veulent dans un aspect récréatif et ludique. Fait que c'est un espace où ils peuvent venir en dehors des cours pour pas traîner dans la rue, puis sont libres un peu de choisir ce qu'ils ont envie de faire finalement. Parce qu'il y a 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi aussi, là, que je donne un service aide aux devoirs de 15h30 jusqu'à 17h. Le lundi, mardi, mercredi, le jeudi et vendredi. Puis c'est d'autres aspects plus démocratisés. Ouais. Où là, c'est vraiment la réussite scolaire qui est mise de l'avant, j'imagine. C'est OK, ça fait aspect aussi à la cognition, l'aspect mental aussi, faire appel à la mémoire, faire appel à l'aspect cognitif aussi. Développer leurs estimes de soi aussi, parce qu'il y a certains jeux, comme vous avez vu sur la fenêtre aussi, moi j'ai un petit là qui s'appelle Nabi, qui n'aime pas perdre, il veut toujours tout gagner, tout le temps. Là, j'ai essayé de faire des jeux pour lui montrer qu'un jeu reste un jeu. Ouais. Là, dans la vie, il faut être perdant, il faut être gagnant en même temps. Donc, pour conclure, finalement, là, c'est donc aussi réussite scolaire, mais c'est aussi développer là, les compétences sociales pour les jeunes. Et donc, peut-être inviter les gens qui sont dans Saint-Michel à venir ici. Il y a vraiment plusieurs ressources qui peuvent être intéressantes. Donc, maintenant, on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet parce que la thématique de Parole de génération, c'est vraiment la discrimination et les préjugés. Et je commence tout le temps par un segment que j'ai appelé « Qu'est-ce que ça veut dire? » Donc, c'est assez facile. Je vais vous donner un mot. Puis vous allez me dire personnellement, c'est quoi votre définition de ce mot-là? On va bâtir une définition commune parce que ce qu'on se rend compte souvent quand on parle de ces choses-là, c'est qu'il va y avoir des désaccords, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas la même définition. On peut parler du même mot, mais si on ne s'entend pas sur ce que ça veut dire, c'est sûr que ça va rendre la communication beaucoup plus difficile. Fait que là, une bonne fois pour toutes, on va régler cette question-là. Et le mot que j'ai choisi aujourd'hui, c'est les tabous.
Donc, pour vous, les tabous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? La sexualité, c'est un tabou. Mhm. Pas travailler aussi, là. Forme de tabou. Être sur le bien-être social aussi, il y en a qui n'en parlent pas. Hein. Mhm. C'est un tabou aussi. Hein. HLM. HLM, ils disent pas. Hein. Il y a comme une forme de honte, finalement. Une honte. Une un honte rejet. de dire ça, une peur du rejet. Oui, peur du rejet, peur de se faire stratifier. Hein. Être ostracisé puis être mis à l'écart Ouais. à cause de ça. Moi, un sujet tabou, pour moi, c'est un sujet qu'on ne peut pas en parler directement. Qu'on va toujours faire plusieurs chemins pour se rendre, au lieu de passer directement. On va comme éviter le sujet, on va tourner autour du pot. On va tout faire pour l'éviter. Effectivement. Puis les tabous, hein, ça vient beaucoup des religions. Il y avait beaucoup de religions où il y avait des tabous. C'était vraiment des interdits religieux, finalement. C'était comme, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Par exemple, l'inceste. Il y a des tabous qui sont quand même... une chance qu'ils sont là. Je pense qu'on est tous d'accord que l'inceste, c'est une bonne chose que ça reste tabou. Mais il y a d'autres tabous où, là, on en a nommé quelques-uns qui, finalement, dans une culture, on a fini par avoir des sujets qu'on est mal à l'aise de discuter. Puis ça entraîne plusieurs problématiques. Puis c'est de ça que j'ai envie de commencer à parler. Il y a une phrase de l'auteur Patrick Louis Richard que j'aime beaucoup. Et ça dit « Quand dire la vérité sur la réalité et l'ampleur des problèmes devient un tabou, les injustices battent le pavé. » Donc, autrement dit, c'est que quand on n'arrive pas à nommer les choses, que ce soit le racisme, l'agisme, le sexisme, tous ces mots-là qui finissent en isme, quand on n'est pas capable d'en parler et de les nommer, ben ça les invisibilise, on fait comme si ça n'existe pas et ça ne change pas finalement. Donc, ma question par rapport à ça, ce serait, quand on parle de discrimination, c'est quoi, selon vous, les tabous qui persistent au Québec, à Montréal, en ce moment? Ça a posé la question, c'est pouvoir y répondre aussi. Hein. C'est l'embauche à l'emploi, hein. L'embauche est au niveau de la hiérarchie. Hein. Mais comme la fille là, qui travaille à l'ambassade canadienne qui a dit à ma fille, haut et fort, oh, de toute façon, je doute de votre... Comme son approche était le questionnement sur sa compétence. Hein. Ma fille, par la suite, j'ai expliqué à ma fille, c'est ça la vraie discrimination. Mais effectivement, la couleur de la peau, là, existe toujours. Hein. Quand la fille sait qu'elle est une Haïtienne, bon, elle est née ici, mais née au Québécoise. Hier soir, tard, on a eu cette discussion. Puis elle a dit, mais je vais vérifier. J'ai dit à ma fille, qu'est-ce que tu as répondu? Moi, je sais toujours donner tout de suite des réponses à ma fille, qu'est-ce qu'elle doit faire. Hein. Parce que toute jeune aussi, elle a eu à subir ce problème-là. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous lui avez conseillé, Charles? Je lui ai dit, moi, j'ai dit toujours des concepts philosophiques. Hein. J'ai dit, comme disait Corneille, la valeur n'atteint point le nombre des années. Quant à votre compétence. Hein. C'est ça Corneille avait dit. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette citation de Corneille. Hein. Parce que c'est pas le fait qu'on soit jeune qu'on ne peut pas avoir des compétences. Hein. Fait que là, il y a comme une double discrimination, peut-être. L'agisme. L'agisme, parce qu'il trouve qu'elle est trop jeune, peut-être, pour avoir ce poste-là. Et comme un peu, on parlait de profilage racial, des préjugés sur l'apparence. Ah, OK, cette personne-là, peut-être, est noire, donc nécessairement, elle ne fera pas aussi bien le travail qu'une autre personne. Comme je reprends encore la phrase, quant aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. À l'époque, elle n'avait que 18 ans. Elle avait décroché un bon poste. La même chose aussi, elle était cadre à Bell Canada. Hein. Elle s'installait là pour aller donner une conférence. Hein. Puis les grands mangeurs là, de Bell Canada là, s'installaient. On attendait Mélissa David impatiemment. Pendant qu'elle a fini là, puis il y a l'un des grands mangeurs qui a dit, quand est-ce qu'arrive Madame Mélissa David? Mélissa a dit, mais c'est moi Mélissa David en chair et en os. J'ai dit à ma fille, c'est ça encore une forme de discrimination. Les gens doutent de votre compétence face à la couleur de votre peau. C'est pas le fait qu'on veut sauter sur les conclusions, mais c'est ça la triste et dure réalité là. Ouais. En tant que noir ou avoir la couleur de la peau foncée. Ouais. Donc il s'attendait à une directrice, donc il cherchait une femme blanche en quelque part. Puis là, quand il a su ça, il a fait genre, ça l'a un peu brisé finalement l'image qui s'était faite avec ses préjugés là. Malheureusement, les gens en parlent, mais ça continue toujours à exister là-dessus. Puis Azouz, toi, est-ce que y a d'autres exemples qui te viennent en tête quand on parle de tabou par rapport à la discrimination? Elle a pas mal tout dit, mais ouais, si on parlait d'emploi, mais c'est aussi on parle des préjugés. Ouais. On va dire si on va regarder un CV par ton nom, si du moment qu'il lit le nom, il va plus s'intéresser de lire la suite du CV, alors que peut-être que... Il voit que vous êtes un blanc. Moi, je connais une personne, c'est une anecdote aussi, il a postulé 4 fois chez Bombardier. Il a un diplôme en génie nucléaire. OK.
Puis ils voulaient postuler en tant que technicien, juste comme ça, pour travailler en attendant d'avoir un bon poste à l'université en tant que prof. Et 4 fois, ils ne l'ont pas accepté à cause de son prénom et son nom. La première fois qu'il a changé son CV, il a juste changé le nom. Ils ne l'ont pas vu. Donc, du moment qu'ils ont pris son CV avec un nom changé, inventé un nom, le lendemain, ils l'ont appelé. Ah. Et là, il est parti les voir et tout. Puis il a dit, en fait, c'est moi, je m'appelle comme ça, comme ça. Il a fait, ah, c'est dommage. Mais peut-être la personne responsable des ressources humaines est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la compagnie au complet qu'il faut mettre en tort. Mais peut-être c'est juste la personne qui est responsable de la ressource humaine n'a pas voulu savoir plus juste parce qu'il a vu le nom. Mais des anecdotes, il y en a plusieurs, ils vont jamais en finir. Puis moi, je dis ça part pas du principe que ces personnes sont peut-être racistes. C'est juste ils sont pas peut-être assez éduqués pour savoir que ces personnes-là, ils sont intellectuels, puis ils sont bien renseignés aussi, puis ils ont fait leurs études, puis ils méritent ces postes-là. Ouais, je pense que moi j'adore les anecdotes. Je pense que justement avec le balado qu'on fait ici, c'est on entend beaucoup parler de racisme, mais je pense que quand ça devient des exemples concrets comme ça, c'est là que ça parle aux gens de réaliser, OK, c'est comme ça que ça se manifeste, plus juste théorique, là. En pratique, c'est comme ça que les personnes issues d'une communauté culturelle vivent leur réalité, tu sais. Puis pour beaucoup de gens, je pense que ça nous éclaire. Puis je trouve ça intéressant, tu te dis, c'est peut-être pas qu'ils sont nécessairement racistes, je pense que c'est peut-être un comportement qui est raciste. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont mal intentionnées puis qui font exprès. Mais comme tu dis, il y a un manque d'éducation par rapport à ça dans le milieu du travail. Là, je pense que les deux, vous avez nommé des bons exemples. Moi, j'aurais dit un mot, mais je pense qu'il est un peu extrême. Mais moi, je les aurais décrits comme ignorants. Je suis parti au Lac-Saint-Jean, puis je rentre dans un dépanneur pour acheter quelque chose, puis je fais « Hey, salut ». Puis là, le monsieur se retourne, il me regarde comme ça, puis il fait « Hein, tu parles comme nous ?» Je fais hey, « Oui, je parle comme vous. » Ouais, c'est des petites phrases comme moi, ça. Moi, ça m'a fait rire sur le moment. C'était drôle, je la raconte, c'est drôle, c'est pas un problème. Mais peut-être pour d'autres personnes, ils vont trouver ça grave parce que c'est quand même de la discrimination. Il pourrait être plus offusqué. Donc, quand ça arrive, comment vous vous sentez de parler de ça, qui sont des sujets qui sont sensibles, qui sont un petit peu, justement, qu'on va essayer de pas nommer aussi verbalement? Vous, est-ce que c'est un tabou que vous avez de la misère à verbaliser ou vous êtes du genre à être très franc puis à dire ce que vous pensez? Moi, je parle trop, là. Je dis trop de vérité. Malheureusement, c'est un défaut, hein, parce que des fois, la vérité, là, rougit la face du diabète. Comme, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs, hein, l'année passée, avant la COVID, hein, j'ai été dans une conférence à l'Hôtel de Ville avec les policiers même, hein, qui disent, ils ont dit que malheureusement, on parle de l'inclusion, mais quand on embauche, les Noirs ne postulent pas. J'ai dit, moi, là, tout de suite, je me suis levée. J'ai dit, écoute, là, à l'époque, je travaillais à la Sûreté du Québec. Hein, j'ai dit, écoute, là, moi, je suis la première à vous démentir qu'est-ce que vous voulez dire. Hein. Je sais qu'est-ce qu'il y en a. La discrimination. Je sais qu'est-ce qu'il y en a. Fait que vous avez pas peur de briser ces tabous-là? Non, moi, je le dis à au revoir, malheureusement. Ouais, ça peut des fois entraîner des... Là, mais il faut cultiver l'intelligence émotionnelle. Malheureusement, pour moi, c'est non. Surtout maintenant, à mon âge, je n'ai rien à perdre. Hein. C'est ça, moi aussi, je suis un peu comme Ginette. Je dis vraiment ce que je pense, j'ai pas de filtre. Et parce que, honnêtement, là, je trouve qu'on est dans une société où les gens sont pas vraiment authentiques. Alors qu'être authentique, c'est, on va dire, c'est une valeur sûre de l'être humain. Si c'est pas authentique, tu peux pas être toi-même. Et donc, on tombe dans une société où maintenant, on crée des problèmes, puis on crée leurs solutions, au lieu de régler les vrais problèmes. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Finalement, les tabous font en sorte que comme on n'ose pas s'attaquer aux vrais problèmes, on va trouver d'autres petits problèmes à côté puis faire oublier. Pour faire oublier le vrai de vrai problème. Et vu qu'on ne les nomme pas, ça va être rapide de les faire oublier vu qu'on crée d'autres problèmes. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment une conséquence. Il y a peu de gens qui s'affichent. Comme moi, par exemple, une autre anecdote. Quand je travaillais à l'hôpital, je travaillais 2 ans. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, puis la plupart j'étais pendant la COVID. C'était vraiment, il y avait beaucoup de gens issus d'immigration qui travaillaient, puis je leur tire un chapeau parce que on faisait du 60 heures semaine. Là, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Puis la plupart, c'est des femmes arabes et des femmes noires qui travaillent là-bas. Et ces femmes-là, elles se font imposer tellement de règlements, mais vu qu'elles ne connaissent pas leurs droits parce qu'elles sont issues d'immigration, elles n'ont pas cherché à trouver, ils font juste plein de travaux en plus. Ils ferment, ils ne parlent pas. Et moi, quand je suis arrivé, je parlais, je m'en foutais, je leur disais toujours...
écoute, moi j'ai fait mon primaire, secondaire, cégep, université ici. C'est pas vrai que tu vas me traiter comme un gars issu de l'immigration. Malgré que je suis issu de l'immigration, mais je suis quand même aussi un Québécois. J'ai grandi ici, je fais tout mon système scolaire ici. Et il y a beaucoup après qu'ils ont commencé à s'affirmer, à s'imposer parce que si tu vois toujours dans les systèmes d'éducation, système de santé et tout, ces personnes issues d'immigration, tellement qu'ils ont peur de perdre leur poste à cause de leur origine, ils s'imposent jamais, puis ils s'affirment jamais. Puis ça, c'est un grand problème qu'on n'en parle jamais. Puis peut-être, c'est quoi des exemples de règlements ou de trucs qui demandaient de trop là, à ces personnes-là? Par exemple, on va dire une personne qui travaille 6 jours de suite, on va dire c'est en quinzaine à l'hôpital. Il ne peut pas travailler un 7e jour de suite. Donc, il y a une journée de congé. Puis, des fois, des personnes qui dans son horaire, il y a 6 jours de suite, une journée de congé, 4 jours. Puis, la journée de congé, on lui demandait de travailler. Donc, s'il rentrait cette journée de congé, ça faisait 11 jours de suite, au lieu de 6, 1, 4. Puis, ces personnes-là pouvaient rien dire parce qu'on leur faisait des petites menaces, des sous-entendus. Ah, on va inscrire comme si vous êtes absenté, comme si c'était une absence, comme si que vous n'avez pas voulu travailler. Alors que c'est leur jour de congé, ils ont quand même fait 6 jours de suite, ce qui est énorme. On sait que ces personnes-là connaissent pas leurs droits, donc on va leur passer des petites passe-passe. Il y en a qui connaissent aussi leurs droits, c'est parce que la plupart aussi, c'est des intellectuels que juste leur diplôme n'a pas été reconnu. Mais ils ont besoin d'aller... C'est une société capitaliste, on a besoin toujours d'argent, on a besoin de payer nos loyers, payer les nourritures avec le logement qui augmente. Donc, ils préfèrent prendre sur eux et ne pas parler et garder leur travail qu'aller perdre 2-3 jours dans le mois. Voir le syndicat, aller voir les ressources humaines et tout. Moi, j'étais encore aux études, j'habitais chez mes parents. J'ai eu la chance d'aller perdre mon temps et ramener mon droit, mais eux, la plupart, c'est des mamans de famille. Ils n'ont pas le temps de perdre ces journées de travail. Une journée de travail, c'est peut-être... c'est ça ce qui arrondissait leur fin de mois aussi. Ouais, puis vraiment, moi, je vous trouve tellement inspirant de vous entendre être capable de briser ces tabous-là, de nommer les choses. Je pense que c'est une des solutions à régler le problème d'ignorance qu'on a. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent puis qui leur disent c'est quoi le problème pour que tranquillement les choses changent. Puis je pense qu'on a surtout un point, c'est que finalement, pour briser les tabous, il faut être dans une position où on est en sécurité, autant émotionnellement que financièrement. Donc, c'est peut-être là où vous deux, vous avez quelque chose en commun, hein, les jeunes et les aînés. Les jeunes, bon, t'es encore chez tes parents, donc t'as moins à perdre. Même chose en vieillissant, on a moins de choses à perdre parce qu'on est rendu à un certain âge où on est comme, regarde, m'en fous, je vais dire ce que je pense. Donc, je pense que c'est vraiment 2 âges qui sont tellement intéressants à entendre par rapport à ces... Il y a un grand point en commun. Ouais. Et moi aussi, ce que je voudrais dire, c'est en travaillant dans un système d'éducation communautaire ou de santé, tu apprends beaucoup de choses parce que c'est un système qui a quand même un grand côté sombre que personne... En santé aussi, on n'a pas abordé cet aspect-là parce que moi, j'ai quand même travaillé 10 ans à l'hôpital Sainte-Justine. Hein. Ouais. Là, j'ai laissé mon poste d'une heure à l'autre. Hein, j'ai sacré mon temps, comme disaient les Québécois. Hein, parce que moi, même si j'étais jeune à l'époque, hein, ça a déjà depuis 1997, hein, même si j'étais jeune, maman, je n'avais jamais les chines souples. Hein. Moi, je ne me faisais jamais monter sur le dos. Hein. Puis, quand j'ai parlé à la direction, là, ils m'ont appelé, j'ai dit, écoute, c'est pas ça le vrai problème. Va voir le vrai problème et puis appelez-moi chez moi. Puis, j'ai sacré mon quand je suis arrivé chez moi. J'ai pris un an de sabbatique parce que je connaissais mon droit, puis je ne suis jamais retourné. C'était un problème aussi de discrimination. Parce que peu de Noirs travaillaient à l'époque dans les bureaux, peu de Noirs travaillaient comme moi, comme gestionnaire aussi. Hein. Parce que moi, j'étais aux prises, peut-être vous n'étiez pas encore né, aux prises avec le problème du sang contaminé. Hein. OK. C'était à l'époque, c'était même pas Emma Québec, c'était la Croix-Rouge. Hein. Puis pendant moi que j'étais co-gestionnaire, hein, il y avait des médecins, des hématologistes avec qui je travaillais. Puis par la suite, et puis quand ils viennent chercher c'est qui Ginette Allen qui a fait telle chose, j'ai dit c'est moi. Et puis ils me regardaient toujours avec des regards drôles, beaucoup de questionnements. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et puis, il suffit juste une journée que j'ai fait une erreur, hein, c'était fatal. Il n'y a comme pas droit à l'erreur, finalement. Moi, cette journée-là, j'ai dit, écoute, là, moi, j'étais assez arrogante. Professionnellement, j'étais pas correct. Professionnellement, j'ai dit à l'hématologiste, hein, ah bon, juste un tube sanguin, ça vous dérange? Ça dérange moins pour un tube sanguin que vous, des fois, vous coupez la jambe droite pour la jambe gauche. J'ai eu dit ça à un hématologiste, et puis ils ont été voir mon boss. Je me suis fait taper les doigts. J'aurais pas dû dire ça, hein. C'est pas une meilleure façon de me défendre.
que des fois, même moi, je n'étais pas médecin, mais avec le temps, là, on apprend. Avec l'expérience, ouais. Mais j'ai dit, écoute, là, c'est pas drôle ce diagnostic-là, voilà le groupe, voilà, c'est pas drôle ce diagnostic-là. Mais il n'était jamais d'accord avec moi, hein. Wow. Puis je pense que ça montre justement ce qui arrive avec ces tabous-là. Après, c'est que des fois, quand on ose en parler, ça a des conséquences terribles après. Puis ça se finit par se revirer contre nous. Hein? Mais Et je m'excuse, comme j'ai docteur, il est très renommé, il donne toujours des conférences. Enfin, le docteur Yvette Bonny, hein. Qui ça? Le docteur Yvette Bonny, c'est une OK. Haïtienne. Elle était la première à réussir une greffe de la moelle osseuse, hein. Wow. Avec qui j'ai travaillé aussi à Sainte-Justine. Une fois, elle est venue me dire, Ginette, quand j'ai réussi là, il travaillait en duo avec le docteur Jean-Marie. Il m'a dit, quand c'est réussi, c'est pour Jean-Marie. Mais quand c'est pas réussi, c'est ma faute, Ginette. C'est ça. Fait que on distribue les bons coups puis les mauvais coups. Les mauvais coups se ramassent C'est ça. à la personne noire, puis c'est toutes les personnes blanches qui prennent le mérite. Ça, c'est finalement. des exemples flagrants, hein. Wow. et en plus, c'est comme si tu avais l'impression que du moment que tu es issu de l'immigration, dès le premier jour du travail, tu es à tolérance zéro. Dès la moindre erreur, OK, bye. Bah, c'est vrai, ouais. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur, hein. Il faut travailler En beaucoup tant que plus mineur. fort pour être reconnu à la même valeur. Maintenant, finalement. c'est plus dur de se faire renvoyer de l'hôpital. C'est presque impossible. Moi, je travaille 2 ans et j'ai dû démissionner parce que je trouvais que je n'étais pas assez valorisé. Et je suis revenu dans le communautaire. C'est sûr, peut-être c'est un salaire plus bas comparé à l'hôpital, mais au moins ici, je suis valorisé. Puis on me donne le respect que je mérite. Et Meilleure je vais condition de toujours le travail. dire et je vais le redire. On m'a supplié de rester, mais j'ai quand même démissionné parce que je n'étais pas assez valorisé. Et je savais que peut-être 1-2 mois, ça allait être normal, mais après, les mêmes sujets allaient recommencer. Donc, j'ai préféré démissionner pour ma santé mentale. Ouais. Puis je pense que c'est important, puis d'entendre vos témoignages, j'espère que ça pourra peut-être allumer des sonnettes à des gestionnaires dans la santé de revoir ça, parce que on parle qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr, si tu ne traites pas bien ton monde, ben, c'est normal qu'ils partent après. Hein? J'aimerais ça aussi, là, on a parlé beaucoup de tabous par rapport à la discrimination, mais un autre sujet que j'aime aborder, c'est par rapport à l'âgisme, le rapport entre les générations. Puis c'est quoi, selon vous, les plus grands tabous qu'il y a entre les jeunes et les aînés, les choses qu'on a de la misère à parler entre nous? Ben, on l'avait nommé tantôt. Peut-être les aînés, on va les sous-estimer plus rapidement car on dit « Ah, il est aîné, il ne pourra pas parler », mais peut-être cette personne-là a plus de sagesse que le 3/4 de la population. Et aussi, si on revient vers les jeunes, peut-être un jeune, on ne va pas le laisser s'exprimer parce qu'on dit « Ah, il est trop jeune pour pouvoir s'exprimer », mais peut-être ce jeune-là, il est assez mature pour son âge. Donc, donc c'est comme s'il y a un manque d'opportunité de la parole chez les aînés et chez les jeunes, mais c'est normal pour eux. Donc, quand je dis eux, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je m'adresse à les adultes. Au général. Les deux, parce que même, tu peux être jeune et adulte, mais tu es considéré jeune, donc tu n'as pas atteint un certain âge. Ouais. C'est comme ici aussi, ce petit Nabil là que tu as vu, hein, des fois, parce que j'avais des jeunes intervenants, hein, il ne veut pas faire des activités avec moi, hein. Pourquoi? En tant que jeune, c'est un réflexe, hein. Ah. En tant que jeune, hein, ouais, il me demande toujours où se trouve Melika ou bien Lucie à côté là. Moi, j'ai compris, hein, c'est dans son ADN, c'est dans son ADN, on peut rien faire, hein. Ils cherchent des personnes qui vont être plus jeunes parce Mais que maintenant, il y a juste des... Ginette, il est très proche avec Ginette. Il est proche avec moi, il m'appelle Ginette, hein. Mais pour des activités, il veut que ça soit un plus jeune. Il me l'a pas dit, mais j'ai compris, j'ai décodé. Ouais. J'ai décodé alors. Fait qu'il y a finalement, il a peut-être fini par les préjugés qu'il y avait au départ, en apprenant à vous connaître, il a peut-être fini par se rendre compte que comme, ah ben... Mais c'est le seul qui l'appelle avec son prénom. Le reste, il l'appelle madame ou... C'est le seul qui est assez à l'aise. OK. Écoute, ça s'en vient déjà vers la fin. Notre temps, c'est cool. Oui, ça va vite quand on est en bonne compagnie. Donc, j'aimerais ça quand même finir sur une note un petit peu positive, tu sais, voir un peu le bon côté des choses. Puis j'aimerais ça vous entendre avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui puis qu'on s'est vu la dernière fois. Ce serait quoi le message que vous aimeriez transmettre, soit à votre propre génération ou à celles qui s'en viennent après ou avant vous? Un bon message, moi, tout le bon message, comme tu as dit tantôt là, il y a le respect, il y a l'équité, la compréhension au niveau d'emploi, aussi la rétention des bons employés. De peut-être finalement s'informer sur leurs droits puis de les faire respecter un peu?
Ben, les droits sont déjà écrits dans toutes les entreprises. Tous les droits sont écrits. Des fois, là, les gens ne prennent pas le temps là, de lire. Hein. C'est ça un problème. C'est ça le problème. Avant de quitter aussi, j'ai une anecdote à vous dire. Hein. J'ai été en stage dans un hôpital à l'époque parce que j'ai quand même un diplôme en gérontologie sociale. Et puis pendant que je lisais, parce que moi j'aime ça lire et écrire, et puis pendant mon stage en tant qu'étudiant, il pensait que j'étais n'importe quel étudiant. Il m'a dit « Oh Ginette, t'es pas venue ici pour lire ?» Moi tout de suite, je lui ai dit « Mais avant tout, madame, je sais lire. En plus de ça, je sais lire entre les petites lignes. » Elle s'est étonnée en tant que prof. Hein, j'étais en stage et je lui ai dit la vérité. Puis j'ai porté une plainte pour elle à l'école. On n'était pas en entrevue. Il ne faut pas avoir peur de porter des plaintes. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. J'ai dit, écoute, là, moi, là, une dernière anecdote. Hein, moi, là, j'ai la peau foncée, je fonce, je défonce. J'aime ça. Je pense que vous avez vécu. Puis moi, je vous comprends parce que avoir vécu tout ce que vous avez vécu de l'autre bord, tu sais, là, vous parlez de vos réactions, mais c'est ce que vous avez tellement dû vivre ça de l'autre côté qu'à un moment donné, c'est normal que vous avez juste envie d'agir. On est en 2022. Ginette, elle a l'âge d'une âge de retraité et on vit encore ces problèmes-là de discrimination. Alors, j'imagine pas quand elle avait notre âge, dans les vingtaines, et elle a dû faire tout ce chemin pendant plus de 40 ans. Mais j'étais pas réaliste, il faut le dire, j'étais pas réaliste. Quand j'avais 18 ans, là, si j'avais un choix à faire, j'allais jamais faire le choix d'aller travailler dans un bureau comme gestionnaire. Hein, parce qu'à l'époque, aucun noir ne le faisait. Mais j'étais pas consciente de cette réalité. Hein. C'est quand j'arrive dans un bureau, ils me regardent comme c'est un singe qui rentre, là. C'est drôle, hein. Comme ma première année à Sainte-Justine, il y a un médecin qui m'a dit, écoute, là, Ginette, t'as jamais vécu la discrimination? J'ai dit, pourquoi tu m'as posé cette question, docteur X? J'ai dit, moi, je ne suis pas venu ici pour subir la discrimination. Je suis venu ici pour travailler, pour gagner ma croûte comme tout le monde. Parce que je l'avais compris, mais je n'étais pas consciente de cette réalité. Vous l'avez appris à la dure, finalement. Mais j'ai foncé, j'ai défoncé. Merci beaucoup, Ginette. Et puis, Azouz, ça serait quoi, toi, ton message et à quelle génération tu l'adresses? Moi, je l'adresse à les générations plus jeunes que moi, là, de 5-10 ans. Je leur dis, parce qu'avec ce qu'on voit maintenant, l'augmentation de violence, l'accès à l'information rapide et tout, je leur dis de ne pas brûler les étapes, comme on l'a dit, et aller tranquillement. Et essayer d'aller s'exprimer et voir, s'exprimer et dire c'est quoi, on va dire saisir l'opportunité, aller s'exprimer et dire c'est quoi leur centre d'intérêt, c'est quoi qui leur manque pour être dans les temps et faire leurs choses tranquillement. Et aussi pour les aînés, j'aimerais les remercier parce que moi, je viens, je discute, je passe une heure et demie chaque jour quand je travaille ici au Carrefour avec Ginette. On parle de tout et de rien, puis c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses. Puis je remercierai mes aînés. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, ça, ce contact-là avec les aînés? Moi, je les vois comme mes grands-parents. Moi, quand j'étais jeune, mes grands-parents, ils sont morts. Malheureusement, ils sont morts, j'étais très jeune. Donc, j'ai pas vraiment eu de grand-père ou grand-mère. Donc moi, je le respecte parce que je vois, j'ai des amis qui sont avec leur grand-père ou grand-mère puis qu'ils apprennent beaucoup d'eux. Donc moi, les aînés, vu que je travaille au CHSLD avec eux, j'ai eu cette complicité. Ici aussi, je travaille avec Ginette, je la parle. Mais Ginette, elle est quand même jeune. Elle a l'âge d'une aînée, mais elle a la sagesse d'une aînée, mais elle est là, elle est en forme. Elle a la fougue de la jeunesse. Hein? Question d'âge mental. Vu qu'elle travaille avec les jeunes, elle est encore en forme, elle n'a pas le choix. C'est ça, donc, quand on est en contact avec les jeunes, on reste jeune. Avec les jeunes, on reste jeune, exactement. Ouais. L'âge, c'est juste un chiffre. Ouais. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je remercie les aînés parce que nous transmettre beaucoup de choses et aussi les jeunes parce que tu apprends aussi avec les jeunes. Parce qu'avec mes jeunes, des fois, ils me disent des trucs que je ne connaissais pas et que je finis par apprendre. C'est vrai, on apprend aussi avec eux autres. Hein? Ouais. Surtout au niveau numérique. Hein? Ouais. Je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est justement, il faut que les tabous prennent moins de place puis qu'on soit capable de se parler justement en génération malgré les choses qui sont peut-être plus difficiles à dire parce que c'est très riche comme échange. En tout cas, aujourd'hui, je repars avec beaucoup de choses puis je veux vraiment vous remercier de votre ouverture. Vous nous avez partagé plein de choses super personnelles puis je pense que des fois, ça prend justement ces anecdotes personnelles-là pour faire réaliser à quel point c'est plus fréquent puis c'est plus gros qu'on pense, la discrimination. Donc, merci beaucoup. Merci à nos partenaires, Le Temps d'une pause et Forum Jeunesse Saint-Michel, pour nous avoir accueillis dans leurs activités et nous avoir mis en contact avec des gens incroyables. Pour supporter le balado Paroles de génération,
Il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.